Au Rwanda, les ministres sont contraints à donner un mois de leur salaire pour la lutte contre le coronavirus. Nous évoquerons le sujet tout à l'heure. On parlera également du Malawi où le président a baissé son salaire pour lutter contre le Covid-19. Et puis, 20 millions d'emplois menacés par le coronavirus et l'estimation de l'Union africaine. On évoque tous ces sujets ce soir avec notre invité, Maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Nyori. Nous commençons tout de suite avec le Rwanda. Au Rwanda, les ministres et hauts fonctionnaires rwandais ne toucheront pas de salaire en avril et cet argent sera affecté à des programmes sociaux pour aider les plus pauvres à résister à l'impact de la crise économique liée donc au coronavirus. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Le gouvernement rwandais a décidé, en sus de toutes les initiatives actuelles de protection sociale, que tous les membres du gouvernement, les directeurs de cabinet, les chefs d'institutions publiques et d'autres hauts responsables devront renoncer à un mois de salaire. Maître Sosa, c'est, c'est l'ultime sacrifice que le gouvernement pouvait faire au Rwanda. Non, écoutez, si ce n'était pas au Rwanda, j'aurais appelé ça de la poudre aux yeux. Bon, je vais épargner ce jugement sévère au gouvernement rwandais, parce que c'est un gouvernement qui se signale par un leadership très performant. Parce que tout le monde sait qu'aucun ministre dans nos pays n'est à un mois de salaire près. Oui. Donc, en fin de compte, on est plus dans la symbolique, dans le show-off, plutôt que dans quelque chose qui a un impact réel. Sauf à considérer que les ministres et les responsables des différentes structures d'État absorbent à eux-mêmes une partie si importante en revenu salarial, un budget subséquent de l'État. Je dirais que finalement c'est une petite goutte d'eau dans un océan de demandes sociales. Mais bon, on ne va pas non plus leur jeter la pierre pour avoir fait un sacrifice de mois de salaire. Bon, c'est un mois de salaire quand même. Vous voyez, c'est vrai que au Malawi, puisqu'on y viendra tout à l'heure, c'est dans d'autres proportions. Mais à chaque fois, tout ça sert en réalité la communication gouvernementale, en fin de compte. D'accord ? On n'a pas spécialement besoin de faire cela pour montrer au peuple qu'on a de la compassion. Parce que écoutez, oui, après tout, pourquoi pas ? Au Rwanda, la question ne se pose pas avec la même acuité que partout ailleurs. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ce pays est exceptionnel à beaucoup d'égards. Mais il n'en demeure pas moins que ça ressemble beaucoup à un coup de com', simplement. Oui, c'est un coup de com'. C'est bien ce que je disais, c'est un coup de com'. Parce que, on n'avait pas besoin de ça. Un mois de salaire, pourquoi pas un an de salaire pendant qu'on y est ? Un an, on comprendrait que là, quand même, on se serre la ceinture. Mais à un mois, ils ont encore beaucoup de marge avant de passer à la pointure suivante de leur ceinture. Non, ils ont... Sincèrement, je ne connais en Afrique aucun ministre qui soit à un mois de salaire près. Donc, qu'on ne nous raconte pas des histoires, qu'on ne nous fasse pas croire que parce que des ministres ont donné un mois de leur salaire, alors tout va bien aller, et alors le budget va abonder. Non, pas du tout, ça c'est pas vrai. Alors, on sait que le Rwanda, c'est pas un très grand pays, mais les besoins sont énormes là-bas. Il y a également une forte proportion de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Que les ministres, que de hauts fonctionnaires fassent sacrifice d'un mois de salaire, ça va pas représenter grand-chose dans la cagnotte qu'il faut déployer pour venir c'est ce que nous disions depuis le début. Ce n'est que dans la symbolique. Montrer de la compassion, de l'empathie vis-à-vis d'une population qui va être gravement atteinte par les conséquences de cette affaire de Covid-19. Voilà, c'est surtout ça. Sinon, non, ce n'est pas significatif. Je ne veux pas non plus aller dire qu'il faut par démagogie les mettre à la diète pour donner satisfaction à quelques franges de la population plus nécessiteuse que d'autres. Non. Partout dans le monde, il y aura des pauvres, il y aura des riches. C'est pas parce que vous allez demander à des ministres de se serrer la ceinture que les pauvres vont mieux manger. C'est surtout ça le problème. Parce que quand on regarde, il y a combien de ministres au Rwanda ? Je ne sais pas exactement le nombre.
Mais à supposer qu'ils soient payés des salaires mirobolants, combien ça représente sur le budget de l'État ? C'est bien ce que je dis. Donc, à un moment donné, ça va se réduire à une part purement symbolique. Ouais. Donc, on reste dans un symbole plutôt que dans l'efficacité économique et sociale. Le Premier ministre rwandais dit que ce sacrifice a pour objectif de témoigner de la solidarité des autorités avec le peuple. Oui, écoutez, moi je ne demande pas à un ministre de se priver de salaire pour me montrer de la solidarité. Je demande à un ministre de faire correctement le travail pour lequel il a été nommé, c'est-à-dire ministre serviteur d'abord, c'est-à-dire servir loyalement et le plus honnêtement possible son pays et être performant techniquement dans le département auquel on lui a demandé de s'occuper. C'est surtout ça mon propos. Alors, montrer de la solidarité, oui, mais... et alors, la solidarité sera optimum le jour où le ministre de la Santé ne sera pas complètement débordé par des problèmes de masques ou d'oxygène ou de lits dans les hôpitaux. S'il est débordé, je ne vois pas en quoi il est solidaire s'il donne son salaire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si on n'a pas été suffisamment prévoyant pour mettre en œuvre des politiques sanitaires qui permettent de prévoir qu'on pourrait se retrouver dans une situation comme celle-ci et qu'en anticipation, on prévoit qu'il faut pas uniquement du matériel, mais aussi de la ressource humaine. Quand on a décidé que parce que le FMI a voulu qu'on dégraisse l'État, on a renvoyé du personnel médical et qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on en a fortement besoin, l'efficacité et la solidarité du ministre se trouvera au niveau de la formation du personnel médical en nombre et en qualité suffisante pour faire face à ce genre de problème. Vous voyez, parce qu'il faut bien se dire une chose, on aura apporté tous les médicaments du monde, tous les masques du monde et tous les gants qu'on voudra, si on a un personnel médical inadéquat, mal formé et incompétent, on ne résoudra aucun problème. Donc tout ça, ensemble, fait partie du problème. Vous voyez, solidarité du ministre. Si la solidarité du ministre, c'est de dire je donne un mois de mon salaire, mais corrélativement, j'interdis certaines formes de transport, alors que j'ai apporté aucune solution alternative au mode de transport auquel les gens sont condamnés de recourir. C'est surtout ça dont il s'agit. Ils sont condamnés de recourir à des modes de transport qui sont infrahumains. Vous voyez, c'est surtout ça, qui les expose à tous les dangers de la circulation, qui les expose à la maladie, parce que là, c'est plutôt le cas. Alors, si on n'a pas pris la mesure de la situation en disant, à la limite, pour les transports des personnes, pour éviter la propagation, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Vous avez vu, sous d'autres cieux, au Togo, la dernière fois, quand on a dit qu'il n'y aura plus de émigrants, les émigrants ont donné de la voix, on a différé. Mais quand on a différé, pendant la période de différement, quelles sont les mesures concrètes qu'on a vues ? Donc, le 11, si les émigrants font encore haro dans la rue, on va dire, on va redifférer encore. À un moment donné, il faudra que cette mesure prenne corps et qu'elle devienne la réalité sur le terrain. Mais il faudra quand même que Madame Kodjovi se déplace de Ségbe pour aller travailler, je sais pas moi, à la plage, à Ramco, si c'est là où elle travaille. Si elle habite à Ségbe, il faudra bien qu'elle y aille. Avec quel moyen de transport ? Si l'alternative aux émigrants, c'est les taxis, y en a-t-il assez dans la rue ? Et à quel tarif, pour que ce soit socialement acceptable ? C'est ça la solidarité que j'attends d'un ministre. C'est pas qu'il donne son salaire. Sincèrement, non. Vous évoquiez tout à l'heure le parallèle qu'on peut faire entre le Rwanda et le Malawi. Le Malawi où le président justement a baissé son salaire pour lutter contre le coronavirus. Le président du Malawi, Peter Mutharika, a annoncé samedi soir qu'il baissait son salaire et celui de ses ministres afin de dégager des fonds pour financer la lutte contre la pandémie de coronavirus qui a infecté 4 personnes dans son pays. Je demande au Trésor de réduire les salaires du président, des ministres et des vice-présidents.
du gouvernement de 10% pendant 3 mois et d'utiliser ses ressources contre le coronavirus. C'est ce qu'a déclaré Peter Mutharika lors d'une allocution télévisée. On pourrait mettre sur ça, se poser les mêmes questions. 10% de réduction. Oui. Alors, je ne sais pas à quel degré de transparence nous sommes au Malawi. Quel est le montant de leur salaire exact ? Quand on le saura, on appréciera l'étendue du sacrifice et l'efficacité économique du sacrifice. Bon, donc, si on ne le sait pas, parce que, attention quand même, nous sommes habitués à avoir des salaires officiels et des revenus officieux. Ouais. Bon, alors, donc, c'est pour ça que je dis, quand on me dit que c'est le salaire officiel dont on a, qu'on a réduit de 10%, on n'a pas marqué suffisamment de solidarité crédible si on a des revenus officieux qui sont supérieurs au salaire officiel. Donc, non, c'est de la poudre aux yeux à un moment donné. Vous voyez, voilà, c'est de la poudre aux yeux, c'est démagogique, c'est pour nous émerveiller, nous éblouir ou nous endormir, selon. Hein. Et voilà. Alors, si on se met dans un registre de comparaison avec ce que le Rwanda a fait, en disant le salaire du mois d'avril des hauts fonctionnaires du gouvernement va être dédié à cela. Ici, on parle de 10% sur 3 mois. On peut même dire que le Rwanda a fait beaucoup mieux. Oui. C'est bien ce que je dis. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais un peu tendre avec le Rwanda. Bon, parce que il y a beaucoup à dire, mais on ne peut pas aller dire qu'au Rwanda... Vous voyez, il y a beaucoup de phénomènes qui n'existent pas au Rwanda. Vous voyez, la corruption généralisée des élites au pouvoir, si elle existe à un stade epsilon par rapport à ce qu'on connaît partout ailleurs. Vous voyez, donc le Rwanda fait exemple et on doit l'honnêteté de remarquer que le Rwanda et de faire observer à chaque fois que le Rwanda se signale par une gouvernance relativement vertueuse. Bon, relativement vertueuse. Maintenant, tout le reste à côté, bon, vous voyez, on est dans un océan de marasme, de déchéance morale, de faillite éthique complète. Alors, bon, ils peuvent donner un an de salaire. Attendez, vous en avez dont le salaire annuel est inférieur à leur revenu disponible mensuel. Donc, qu'est-ce que ça vient chercher ? C'est de l'esbrouf. Mais c'est de la communication politicienne. On voit bien aussi qu'après cette phase de coronavirus, parce que de toute façon ça passera, ces gens rebondir et dire on a été très solidaire du peuple. Donc on lui demandera davantage. On a sacrifié 10% de nos revenus pendant 3 mois. Bien. Alors, vous savez, nous sommes devant des gens qui sont habitués à certaines prébendes, à un certain train de vie. Bon, ok. Pendant qu'ils sacrifient 10% de leur salaire, ils ont quand même des bons d'essence pour pouvoir circuler très agréablement. C'est-à-dire qu'ils ont de quoi faire, à mon avis, 150 fois par jour le trajet entre la maison et le travail. Ils l'ont en bon d'essence. Donc, qu'est-ce que c'est que 10% du salaire ? Il y a énormément... Les avantages en nature... Et si on les compte aussi, non, je dis, écoutez, il serait très malvenu à venir dire on a contribué. Et puis surtout, beaucoup ont des revenus qui ne sont pas imposés, qui ne sont pas imposables. Alors, le travailleur ou le chef d'entreprise, à lui, il est demandé des tributs beaucoup plus importants. Vous comprenez ? Donc, il n'y a pas de parallèle à faire, du tout. Et c'est pour ça que je dis, on est dans la symbolique, on est dans la communication politicienne, et en dehors de ça, il n'y a rien efficacement sur le terrain. Je ne sais pas ce que ça représente. Hein. Au niveau du Malawi, selon la Banque mondiale, plus de la moitié de la population, au moins 51,5% de ces 17 millions d'habitants, vit en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, en ce moment précis, a besoin... j'allais dire de véritable soutien alors, attendez, du gouvernement. Mettons, là encore, je n'ai pas vérifié le nombre de ministres qu'il y a dans le gouvernement malawite. Bon, à supposer qu'ils aient un gouvernement pléthorique, obèse,
50 ministres. Peut-être pas plus que la RDC. Bon, allez, mettons, allez, pourquoi pas. Ouais. Hein, allons-y, jusqu'à 64 ministres, allez, pourquoi pas. S'il faut ça pour diriger le Malawi, bon, après tout, je leur conseille, c'est leur choix. Et c'est leur décision souveraine. Bon, 10%. Mettons allez, en faisant des comparaisons, pour avoir une sorte d'unité de mesure. S'ils sont payés à 3 millions de francs, de francs CFA par mois. Bon, multiplié par 60. Bon, à 10%. 180 millions chaque mois. Bon. Sacrifice de 18 millions. Bon, alors, dites-moi, qu'est-ce que 18 millions de francs CFA, d'accord, en prenant cette norme, va représenter, même au Togo ici, où nous ne sommes que 7 millions. Oui. Ils sont 17 millions. Alors, si on arrive à injecter 18 millions, vous allez me dire, oui, c'est vrai, c'est une petite goutte d'eau, mais elle est nécessaire, etc., etc. Mais c'est pour ça qu'on va faire toute une émission, sincèrement. C'est-à-dire que notre émission aujourd'hui a pour thème les sacrifices qu'ont fait les ministres, les gouvernements du Malawi et du Rwanda pour contribuer à apaiser un tout petit peu le choc de Covid-19 sur leur population. Franchement, c'est de ça qu'on parle. On s'assoit pendant une émission entière pour parler de 18 millions qu'ils ont injectés parce qu'ils se sont privés de 10% de leur salaire. Franchement, non. C'est si peu significatif que je dis sans excès que ce n'est que de la symbolique. C'est tout. On est dans des mesures purement symboliques. Sauf qu'ailleurs, on n'a rien vu de pareil non plus. Ah, mais on a peut-être fait mieux. Je ne sais pas ce qu'on a fait, mais on a peut-être fait mieux. C'est-à-dire que... Oui, mais connaissant aussi beaucoup de dirigeants africains qui sont habitués au tintamarre, s'ils avaient fait mieux, ils auraient sans doute fait l'annonce. Oui, mais vous voyez, le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. D'accord ? Voilà. Il y en a qui, aujourd'hui, se sont retroussés les manches, qui sont au taquet, en train de savoir à combien on peut avoir le prix unitaire de masques plus abordable pour les importer, demander à ce que ce soit un monopole d'État pour le distribuer à un prix abordable pour la population. Il y en a qui sont en train de faire ça. Et ils sont au téléphone, collés au téléphone avec des usines partout dans le monde pour savoir comment ils vont faire pour avoir des masques en quantité suffisante au meilleur prix possible pour leur population. Ça, c'est de l'efficacité sociale. Vous comprenez ? Voilà. C'est pas parce qu'on va donner un bol de riz par jour et par habitant qu'on va résoudre la crise sociale. Mais permettre à des gens de pouvoir disposer de leurs moyens habituels pour gagner leur vie en étant protégés du coronavirus, ça me paraît beaucoup plus efficace que de dire on va leur donner de l'argent. Ils n'ont pas besoin de cet argent-là, ils ont besoin de gagner dignement leur argent. Vous leur dites confinez-vous, vous ne sortez pas. Mais on fait comment pour manger ? Et beaucoup d'entre eux ont un pouvoir d'achat très minime, quasi inexistant. Qui se compte en 24 heures renouvelables, c'est tout. Leur pouvoir d'achat, c'est 24 heures. Après, c'est le pouvoir d'achat de demain. Alors, vous lui dites de ne pas sortir et de ne pas vaquer à ses occupations habituelles. Si elle est vendeuse de charbon, elle ne sait faire que ça. Si elle est confinée, ils vont manger quoi dans sa maison ? C'est quand même, ce que vous dites, c'est assez trivial. C'est-à-dire, le choix, c'est entre mourir de Covid-19 ou mourir de faim. Bon, alors, beaucoup vont préférer mourir de Covid-19 qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir, plutôt que de choisir de mourir de faim, parce que ça, la faim, elle est certaine, s'ils restent à la maison. La faim, elle est certaine. Voilà. Donc, vous leur proposez quoi ? De choisir entre la peste et le choléra, enfin, en quelque sorte, d'accord ? Bon, ben... la finalité est la même. La finalité est la même, donc en fin de compte, vous demandez à des gens de faire un choix qui n'en est même plus un. En restant chez moi, je mourrai certainement. En affrontant Covid, peut-être que la Providence fera que je l'éviterai. Bon, voilà. Troisième sujet, nous restons sur le continent puisqu'on évoquait les emplois avec cette prévision un peu alarmiste de l'Union africaine qui estime que 20 millions d'emplois sont menacés sur le continent par le Covid-19. C'est une étude donc de l'institution panafricaine
qui donc estime que le continent pourrait voir ses importations et exportations baisser de 35%, soit de quelques 250 milliards de dollars. La pandémie donc pourrait avoir des conséquences catastrophiques en Afrique, comme par exemple la perte de 20 millions d'emplois ou la hausse de l'endettement. C'est ce qu'anticipe donc cette étude de l'Union africaine aujourd'hui. Mais tout ça, en termes de contagion, de décès, le continent est relativement épargné. Et on prie Dieu que ce soit véritablement le cas. Mais on s'imagine cet arrêt que connaît le monde, l'Afrique va payer le lourd tribut. Mais, assurément. Hélas, assurément. Parce que, regardez, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où vraiment on est dans la vérité des faits. Le fait économique qui est toujours prédominant sur tout le reste. Parce que, quelle que soit la façon dont vous appréhendez les choses, à un moment donné, vous viendrez toujours à vérifier l'impact économique des décisions qui sont prises. Donc, si, dans un pays donné, on a décidé que c'est le confinement, quand il n'y a pas de possibilité de parachute social, les gens sont condamnés à mort. Les emplois, il y a beaucoup d'emplois qui sont aujourd'hui condamnés. On l'a dit tout à l'heure, on a parlé des émigrants. Bon, ça, c'est un exemple, une catégorie qui va être économiquement vulnérabilisée par les mesures essentielles. Attention, je ne dis pas que les mesures ne sont pas bonnes, elles sont essentielles, mais à chaque fois, il y a le corollaire. Mais le corollaire ne vient pas, il ne répond pas. Quand le corollaire est défaillant, vous avez une crise sociale. Des emplois vont être anéantis, mais dans tous les domaines, y compris dans l'agriculture. Les cultivateurs de cacao, de café, aujourd'hui, ils ont des difficultés à aller au champ, à les récolter, parce que on est dans des exercices et des techniques qui obligent à avoir des gestes qui, à chaque fois, corrompent les barrières anti-propagation du coronavirus. Donc, ces gens-là vont devoir abandonner leur travail. Et il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Regardez, tous les jours, vous passez dans les rues. Vous voyez des gamins qui se promènent en train d'essayer de vous vendre du petit cola ou des mouchoirs, etc. Vous pensez sérieusement que quelqu'un de bien sensé va baisser sa vitre pour aller acheter quelque chose comme ça à un vendeur à la sauvette? Il se met en danger aussitôt. Mais combien de ceux-là ont été testés? S'ils connaissaient leur statut sérologique, peut-être qu'ils ne sortiraient pas de chez eux. Mais ils ne le savent pas. Donc ils préfèrent aller défier. Mais ils vont défier quoi? Ils vont chercher leur pitance, en fait. Donc ils mettent leur vie en ligne pour pouvoir la gagner. Ils la mettent à chaque fois en danger pour pouvoir la gagner. Donc, vous savez, c'est dramatique, ce truc. Vous savez, c'est quand même quelque chose. C'est un petit virus minuscule qui est en train d'apprendre au monde à vivre autrement. Voilà. Je pense que c'est la chose à retenir. Ce petit virus est en train d'apprendre au monde à vivre autrement. Maintenant, est-ce qu'on va retenir la leçon? C'est la question. C'est une grande question. Alors, l'étude menée donc par l'Union africaine évoque deux scénarios. Il y a un scénario qui est assez réaliste et qui prévoit que la pandémie dure jusqu'en juillet et que l'Afrique n'est pas trop affectée et là pourrait relativement bien s'en sortir. Mais l'autre scénario qui est assez pessimiste, qui prévoit que la pandémie dure jusqu'à août et là, le continent va beaucoup en souffrir. Mais dans un cas comme dans l'autre, pessimiste ou assez réaliste, quand moi j'écoutais les chiffres des pertes d'emploi au niveau des États-Unis, déjà 6 millions de pertes d'emploi, je ne vois pas le continent se sortir mieux que les 20 millions prévus. Écoutez, non. Je pense que le continent sera
moins affectés que les autres. Pour une raison simple, c'est que la plupart de notre économie est basée sur de l'informel. Donc, des gens dont les revenus sont tellement maigres que, quoi qu'il en soit, ils trouveront toujours un moyen de s'en sortir, eux. Ces emplois-là ne sont pas menacés. C'est-à-dire, le gars qui est vulcanisateur au bord de la rue, à côté, il continuera à gagner sa vie comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, son emploi n'est pas menacé. Tant qu'il y a des motos qui circulent, son emploi, là, n'est pas menacé. Bon, malheureusement, dans le monde industriel, où il y a un encastrement de l'activité économique qui fait que, en fait, par l'effet de chaîne, dès qu'il y a un qui chute, beaucoup ça entraîne après, ils sont beaucoup plus vulnérables que nous le sommes. L'économie organisée chez nous, elle est autour des biens et des services. Bon, mais les biens, en l'occurrence, c'est les biens d'exportation. Bon, donc, si on arrive à maîtriser la chaîne et qu'on a retrouvé des avions qui partent et des bateaux qui peuvent embarquer, on est relativement couvert, contrairement à d'autres qui sont dans une économie industrielle. Donc, du coup, si vous voulez, l'industrie est beaucoup plus frappée que le non-industriel, qui est totalement formel. Voilà, il suffira que nos paysans aient les moyens de se protéger correctement pour toujours vaquer. Ils iront au champ, aller à Vaughan, à Képé, ils s'en fichent, de ce que vous racontez. Ils iront au champ. Surtout que la pluie a commencé. Voilà, il a commencé à pleuvoir, donc il faut qu'ils préparent la terre, il faut qu'ils commencent à faire leur semaille. Ils vont y aller. Ça, emmenez toute l'armée si vous voulez, mais eux, ils vont faire ça. Ils savent faire que ça. Ils ne seront pas affectés. Covid ou pas Covid, ils vont semer la graine. Et si quelqu'un a une palmeraie, il ne va pas voir ces noix de palme tomber. Il ira les chercher. Donc, celui-là ne sera pas affecté, que vous le vouliez ou non. Bon, donc, la femme qui prépare l'huile de palme préparera l'huile de palme, Covid ou pas Covid. C'est pour ça que je dis, il y a en fait une structuration de notre modèle économique qui va faire que le contre-coup sera moindre chez nous. C'est la petite chance que nous avons de ne pas encore être totalement industrialisés. Mais quand nous le serons, ça fait partie des contre-coups qu'on subira. Maître Sousa, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Nous allons observer la pause et juste après, on va passer à regard croisé.